C'était ce genre de froid qui s'infiltre bien avant les premières neiges, quand les montagnes deviennent silencieuses et que la forêt semble respirer par elle-même. Fin octobre 2004, le garde forestier en chef Anthony Gouli, 38 ans, terminait ce qui allait être sa dernière patrouille sur la haute crête des Appalaches. Il avait passé plus d'une décennie à veiller sur ces montagnes, traquant les campements illégaux, guidant les randonneurs perdus et secourant le touriste occasionnel qui sous-estimait la vitesse à laquelle l'obscurité tombait ici. Tout indiquait une soirée de routine, un dernier tour de garde, avant qu'une tempête de neige imminente ne vienne fermer les sentiers pour la saison. À 19h42, la voix d'Anthony, stable et familière, retentit à la radio. Je redescends de la crête 9, dit-il. Tout est calme ce soir. Le central enregistra l'appel. Rien d'inhabituel. Mais lorsque la tempête passa et que le jour se leva, le camion d'Anthony était toujours garé au bord du chemin par feu. Le moteur était éteint, la portière conducteur entr'ouverte et les clés pendaient au contact comme s'il était sorti juste un instant. Le siège était sec, ce qui signifiait qu'il n'avait pas été surpris par l'orage. Sa lampe de poche gisait dans la boue à quelques mètres, encore fonctionnelle, et sa carte de terrain pliée était à moitié trempée, l'encre commençant à baver sur les bords. C'était comme si le temps s'était figé en plein milieu de sa ronde. Les recherches commencèrent immédiatement. Des gardes de 3 districts voisins se joignirent aux efforts, et des volontaires locaux passèrent au peigne fin les fourrés denses et les ravins escarpés à la recherche de la moindre trace de lui. Pendant les 2 premiers jours, les chiens suivirent sa piste qui montait depuis le camion, ce qui correspondait à son itinéraire de patrouille. Mais soudain, la piste s'arrêta net. Les limiers tournèrent en rond, confus, arpentant une parcelle de terrain près d'un étroit sentier de serre connu sous le nom du Val des Murmures. L'odeur avait disparu. Aucune trace de chute, aucune marque de traînée, pas de sang, ni aucun signe de lutte. C'était comme si l'homme avait simplement cessé d'exister à cet endroit précis. Les enquêteurs prirent soin de ne pas alimenter les rumeurs, mais en privé, les équipes de recherche étaient troublées. Les radios, qui fonctionnaient parfaitement à la base, se coupaient brusquement à l'approche du Val des Murmures. Les aiguilles des boussoles s'affolaient, les GPS se figeaient et redémarraient sans raison. La zone n'était pas connue pour ses interférences magnétiques, mais un garde admit plus tard qu'il ne s'y était jamais senti à l'aise, même avant la disparition d'Anthony. Il disait qu'il y avait quelque chose d'étrange sur cette crête, comme si l'air y était plus lourd, comme si le son ne s'y propageait pas correctement. Le 3e jour, les autorités de l'État arrivèrent. Elles balayèrent toute la crête avec des caméras thermiques et firent venir des hélicoptères équipés de capteurs infrarouges. Rien, aucune signature thermique, aucune empreinte de pas au-delà de l'endroit où la piste s'arrêtait. Les enquêteurs cartographièrent chaque centimètre de terrain entre le chemin pare-feu et le vallon. La pente était raide, mais praticable, et il n'y avait ni falaise ni ruisseau assez profond pour dissimuler un corps. Le seul élément notable était une tanière d'animal à moitié effondrée, à environ 30 mètres de la fin de la piste. À l'intérieur, ils ne trouvèrent que des feuilles et des branches cassées. Aucun signe de lutte, aucune fibre de vêtement, pas de sang. La disparition d'Anthony devint rapidement la priorité absolue du parc. Pendant près de 2 semaines, les équipes se relayèrent par quarts de 12 heures,
utilisant des recherches par quadrillage et une surveillance aérienne. Elles étendirent le périmètre à plus de 50 km². Mais les jours passant, le temps se refroidit et le moral chuta. La neige arriva plus tôt que prévu et bientôt, la majeure partie de la crête Neuf fut ensevelie sous la glace et les débris. La version officielle changea. La théorie de travail était qu'Anthony avait probablement glissé sur le terrain accidenté, était tombé dans une crevasse ou avait succombé à l'hypothermie. C'était la seule explication qui tenait la route sur le papier. Mais officieusement, personne n'y croyait vraiment. Anthony était un garde expérimenté, méthodique jusqu'à l'excès. Il transportait du matériel de secours, consignait religieusement ses itinéraires et ne déviait jamais du protocole standard. Plus important encore, il connaissait chaque crête, chaque coupe forestière, chaque chemin pare-feu sur 80 km à la ronde. Il ne prenait pas de risques inutiles, surtout pas avant une tempête. Sa femme, Sarah Gouli, déclara aux enquêteurs qu'il avait été prudent ces derniers temps, plus que d'habitude. Il avait mentionné que la forêt lui semblait étrange, qu'il entendait des interférences radio dans des endroits qui ne devraient pas avoir de couverture. Elle avait mis cela sur le compte des parasites d'un vieil équipement. En novembre, les recherches furent réduites. Le service des parcs publia une déclaration officielle qualifiant la disparition d'Anthony Gouli de tragédie malheureuse et non résolue. Ils ne retrouvèrent jamais son corps, son arme ou sa radio secondaire. Son insigne, son portefeuille et son carnet de bord manquaient également. Le dossier fut classé ouvert mais inactif. Les journaux locaux couvrirent l'histoire pendant une semaine avant qu'elle ne soit remplacée par le bulletin météo de la prochaine tempête. Mais dans les petites villes bordant le parc des Appalaches, l'affaire d'Anthony prit une tournure plus sombre. Les campeurs se mirent à parler d'étranges interférences radio les nuits froides, disant capter ce qui ressemblait à la voix d'un garde annonçant des chiffres ou des coordonnées qui ne correspondaient à aucune carte. Des chasseurs jurèrent avoir entendu quelqu'un bouger juste hors de leur champ de vision, puis plus rien. Le silence. La légende du Val des Murmures grandit rapidement. Les habitants disaient qu'il y avait une force dans ces bois, quelque chose qui rendait les animaux silencieux et faisait perdre leurs repères aux gens. Quelques-uns prétendirent même que si l'on restait immobile assez longtemps, on pouvait entendre sa propre voix en écho, revenant des profondeurs des arbres avec une demi-seconde de retard, comme si quelque chose vous répétait. Le service des parcs rejeta publiquement ces histoires, mais parmi les gardes, le Val des Murmures devint un nom prononcé avec précaution. Les radios continuaient de se couper en pleine transmission dans cette zone, même des années plus tard, et les journaux de bord de l'équipement notaient discrètement une instabilité magnétique près de la crête Neuf. Pour Sarah Gully, le plus dur n'était pas les questions sans réponse, c'était le silence. Chaque nuit, elle s'asseyait près de la vieille radio de base d'Anthony dans leur chalet, écoutant les parasites. Parfois, elle jurait entendre une faible respiration à travers les interférences, d'autres fois, un bourdonnement sourd qui ressemblait à des mots qu'elle ne parvenait pas à distinguer. À la fin de l'hiver, l'affaire Anthony Gouli était devenue partie intégrante de la longue mémoire de la montagne. Un nom de plus parmi les centaines de personnes disparues sans laisser de traces dans la nature sauvage des Appalaches. Mais ceux qui l'avaient cherché n'oublièrent jamais le son de sa voix à la radio cette nuit-là, calme
assuré. Je redescends de la crête 9. Tout est calme ce soir. C'était le genre de transmission qui semblait ordinaire, jusqu'à ce que l'on réalise que c'était la dernière chose que quiconque entendrait jamais de lui. Et pendant 15 longues années, les montagnes gardèrent leur silence. Jusqu'à ce qu'une froide nuit de novembre, la voix d'Anthony Gully ne traverse à nouveau le grésillement une dernière fois. Les hivers se succédèrent, mais les montagnes s'accrochèrent à leur silence. Des mois passèrent avant que le service des parcs ne retourne sur la crête 9, et à ce moment-là, la fonte des neiges avait effacé presque toute trace de ce qui s'était passé. Ce qui ne s'était pas estompé, cependant, c'était le malaise qui planait sur l'affaire. La disparition du garde Anthony Gully était devenue un sujet tabou au sein du service des parcs des Appalaches, une de ces choses dont les gardes ne parlaient pas, mais à laquelle ils pensaient toujours lorsqu'ils partaient en patrouille en solo. Au début du printemps, le chalet personnel d'Anthony fut vidé. Procédure standard, dirent-ils. Le parc mit en boîte ses uniformes, son équipement et ses photos pour les stocker. Mais sa femme, Sarah Gully, refusa de quitter la propriété. Pour elle, le chalet n'était pas seulement leur maison, c'était le dernier endroit qui lui rappelait encore sa présence. Elle raconta aux enquêteurs qu'Anthony n'avait pas été lui-même dans les semaines précédant sa disparition. Il était distrait, parfois éveillé tard dans la nuit, prenant des notes à la lueur d'une lampe et marmonnant pour lui-même en parcourant des cartes topographiques. Quand elle lui demandait sur quoi il travaillait, il répondait que c'était juste des rapports d'entretien des sentiers, mais elle avait remarqué quelque chose d'étrange. Il avait commencé à tenir 2 carnets, celui officiel, qui allait toujours à la base à la fin de chaque service, et un autre, plus petit, relié dans une toile sombre qu'il ne quittait jamais des yeux. Ce second carnet ne fut jamais retrouvé. Lorsque les détectives réexaminèrent les dossiers, de petites incohérences commencèrent à apparaître. Anthony avait consigné plusieurs patrouilles en solo dans des zones réglementées sans demander d'autorisation, spécifiquement sur et autour de la crête 9. Il avait également rassemblé des rapports archivés de randonneurs disparus remontant jusqu'en 1997, imprimant des pages de l'ancien système d'incidents du parc bien après que ces affaires aient été considérées comme closes. Personne ne l'avait réalisé à l'époque, mais 5 disparitions, toutes sur une période de 6 ans, avaient eu lieu dans le même rayon de 8 kilomètres où Anthony s'était volatilisé. Les randonneurs disparus n'avaient aucun lien commun, âge, origine et même saison différents. Mais chaque affaire s'était terminée de la même manière. Piste perdue, flair des chiens défaillants et aucune preuve d'acte criminel. Les dossiers avaient été classés comme la même triste histoire de personnes sous-estimant la nature sauvage. Pourtant, ses collègues se souvenaient qu'Anthony en parlait différemment. Il disait que ce n'était pas un hasard. Il avait mentionné des tunnels non cartographiés, d'étranges cavités qui n'apparaissaient sur aucune étude géologique, et un son sous la crête qu'il ne pouvait expliquer. Au début, les autres gardes pensaient qu'il plaisantait, mais son ton avait changé avec le temps. L'un d'eux, Donny Hale, raconta aux enquêteurs qu'Anthony était un jour revenu de la crête 9, pâle et désorienté. Il avait dit avoir entendu quelque chose sous terre, comme du vent se déplaçant à travers la roche, alors que l'air extérieur était parfaitement calme. Il n'en dit jamais plus. Lorsque l'équipe de recherche retourna sur la crête ce printemps-là pour vérifier à nouveau, les conditions étaient pires.
La neige fondante avait transformé les sentiers en boue, et les arbres tombés pendant la tempête bloquaient encore la plupart des chemins. Ils se concentrèrent sur la zone où la piste d'Anthony avait été suivie pour la dernière fois près du Val des Murmures. À quelques centaines de mètres de cet endroit, sous un enchevêtrement de branches abattues, ils trouvèrent quelque chose de petit mais d'indéniable. Un fragment de tissu d'uniforme déchiré, portant encore le bord effiloché de l'écusson d'épaule d'un garde. Les tests ADN confirmèrent plus tard qu'il appartenait à Anthony. Pas assez pour une correspondance claire, mais cohérent avec son type d'uniforme et le tissage des fibres utilisé par le service des parcs à l'époque. À côté, les enquêteurs trouvèrent un morceau de vieille corde enroulé autour d'une racine, du type utilisé dans les anciens équipements de rappel. Elle était cassante, presque fusionnée avec la boue, mais les tests montrèrent qu'elle était probablement là depuis plus d'une décennie. La découverte relança l'affaire un bref instant, mais cela ne dura pas. Il n'y avait toujours pas de corps, pas d'armes et aucun signe de lutte. La zone ne correspondait pas au terrain pour une chute, et il n'y avait aucune falaise ou puits à proximité qui aurait pu le cacher. Chaque explication possible s'effondrait sous sa propre logique. Sans preuve d'acte criminel, le service des parcs n'eut d'autre choix que de classer l'affaire comme une exposition environnementale, un terme technique signifiant que la montagne l'avait pris d'une manière ou d'une autre. Sarah n'accepta jamais cela. Elle était convaincue que son mari avait trouvé quelque chose là-bas, quelque chose qu'il n'était pas censé trouver. Elle se souvenait de son silence avant sa disparition, de la façon dont il fixait parfois les arbres comme s'il écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Durant sa dernière semaine à la maison, il dormait à peine. Il passait des heures dehors, près de la lisière de la forêt, la radio à faible volume, notant des coordonnées dans ce carnet manquant. Quand elle lui avait demandé s'il allait bien, il avait répondu « Il y a quelque chose sous cette crête. On peut le sentir si on reste immobile assez longtemps. » Elle avait pensé que c'était une façon de parler. Maintenant, elle n'en était plus si sûre. Au sein de la communauté des gardes, des chuchotements commencèrent à se répandre. Des histoires d'interférences radio près de la crête Neuf, de pannes d'équipement, de voix faibles captées dans les parasites. Rien de tout cela ne pouvait être prouvé, et la plupart rejetaient ces récits comme le genre de superstition qui naît dans les lieux vides. Mais un employé du parc, en examinant les journaux radio des mois plus tard, remarqua quelque chose d'enfoui dans le système. Dans la semaine précédant la disparition d'Anthony, son indicatif d'appel était apparu 2 fois dans le journal, une fois pour son appel de routine et une seconde fois 3 minutes plus tard, à un moment où le système n'indiquait aucune transmission reçue. Cela ressemblait à un enregistrement en double ou peut-être que quelque chose d'autre avait répété son dernier message. À la fin de l'été, l'affaire était de nouveau en sommeil. Les dossiers furent scellés, étiquetés avec le même label administratif utilisé pour d'innombrables autres personnes disparues dans les montagnes. Mais parmi les habitants, une autre expression s'imposa. « La crête l'a pris », disait-il. Pour Sarah, ces mots étaient insupportables. Cela sonnait comme du folklore, mais cela semblait aussi vrai d'une manière que le rapport officiel n'avait jamais été. Quelque chose avait pris son mari, et dans le silence qui suivit, dans les longues nuits tranquilles où le seul son était le grésillement de la vieille radio du parc qu'elle refusait de débrancher, elle commença à croire que ce n'était peut-être pas fini. Car parfois, aux petites heures avant l'aube,
Quand le vent soufflait juste comme il faut à travers la vallée, la radio crépitait une fois, juste une fois, et elle jurait entendre la voix d'un homme prononcer son nom, puis plus rien que les parasites. 15 ans passèrent avant que quiconque n'entende à nouveau le nom d'Anthony Gully prononcé dans les bureaux du parc. À cette époque, son affaire n'était qu'une ligne de texte enterrée dans un dossier d'archives oublié, l'une des dizaines de disparitions que le service des Appalaches n'avait jamais résolues. Les gardes allaient et venaient. Les systèmes radio avaient été modernisés, les pylônes remplacés. La nature avait repris ses droits, ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait. En novembre 2019, à 23h17, le réseau de communication principal du parc enregistra un signal, une faible transmission analogique qui n'aurait pas dû exister. Le répartiteur de nuit, un technicien âgé nommé Ralph Monroe, vit l'indicatif d'appel clignoter sur le moniteur. Il ne le reconnut pas au début, mais le code lui semblait familier. Lorsqu'il vérifia le registre d'identification, son estomac se noua. C'était l'identifiant du garde Anthony Gully, inactif depuis 2004. L'audio qui suivit n'était principalement que du grésillement, un crépitement sec et inégal qui fluctuait. Puis, enfoui sous la distorsion, la voix d'un homme, assez claire pour hérisser les poils sur la nuque de Ralph, perça le bruit. « Baz, vous me recevez? Je suis toujours sur la crête 9. » Ralph se figea. La voix semblait humaine, posée, calme. L'horodatage du journal indiquait que le signal provenait du pylône relais 4, une station hors service depuis plus d'une décennie. Pensant qu'il s'agissait d'un bug technique, il sauvegarda le fichier et appela le superviseur de nuit. Mais lorsqu'ils réécoutèrent l'enregistrement, une seconde anomalie apparut. Les métadonnées intégrées indiquaient que l'heure de diffusion originale était le 29 octobre 2004, à 19h46, la minute précise où la dernière patrouille d'Anthony s'était terminée. Le service des parcs lança immédiatement des diagnostics. Le pylône relais n'avait aucune alimentation électrique active et aucun matériel radio capable de transmettre. Ils attribuèrent cela à un fichier de lecture corrompu, un écho de données aléatoires laissées dans le système par une ancienne migration de journaux. Mais Ralph n'y crut pas. Il travaillait dans les communications depuis 20 ans. Aucun fichier de données ne se ressuscite en temps réel. 2 nuits plus tard, la confirmation vint de l'extérieur du parc. Un radioamateur du Kentucky, à près de 65 km de là, publia un message sur un forum, affirmant avoir capté une étrange fréquence de garde forestier répétitive sur la bande des 155 MHz. Il joignit un court extrait. La voix correspondait mot pour mot à celle d'Anthony Gully. L'enregistrement se terminait par un pic de parasites et un dernier mot qu'aucun des journaux officiels ne contenait. Froid. Lorsque le parc apprit l'existence de cet enregistrement externe, la situation passa d'une erreur technique à une panique interne. Chaque garde qui avait participé aux recherches sur la crête 9 se souvenait de l'affaire, même s'ils avaient essayé de l'oublier. Le responsable de l'information du parc publia une brève déclaration aux nouvelles locales. Le signal, disait-il, était un artefact de relecture de transmission archivée. Mais officieusement, les techniciens reçurent l'ordre d'examiner chaque pylône relais du district. Aucun ne montrait de signe de rétablissement de l'alimentation. L'histoire se répandit rapidement sur les forums en ligne dédiés aux disparitions non résolues. D'anciens gardes qui avaient travaillé avec Anthony contactèrent sa famille, ne sachant que croire. Pour Sarah Gully,
qui avait passé 15 ans à apprendre à vivre dans le silence que son mari avait laissé, l'appel fut comme une blessure qui se rouvrait. Elle refusa les interviews, mais permit aux enquêteurs d'écouter la transmission originale chez elle. Lorsque les parasites laissèrent place à la voix d'Anthony, elle porta la main à sa bouche et se détourna. C'était lui, le même ton, le même rythme, le même calme sous pression dont elle se souvenait de chaque saison des tempêtes. Des experts furent appelés pour analyser l'enregistrement. Des spécialistes audio du Laboratoire national des télécommunications confirmèrent que la gamme de fréquences de la voix était cohérente avec une transmission humaine en direct et non une relecture numérique. Mais l'horodatage intégré dans le signal créait un paradoxe. Un système numérique moderne avait reçu un paquet de données daté de 15 ans. Il ne pouvait pas l'expliquer. En quelques jours, la forêt fut de nouveau en proie aux rumeurs. Des randonneurs affirmèrent que leur radio portative captait des éclats de parasites près de la route d'accès fermée à la crête 9. Un agent de maintenance rapporta avoir entendu un vieil indicatif d'appel clignoter sur son scanner en traversant la vallée. Le parc ferma cette section pour des mises à niveau technique, bien qu'aucun nouvel équipement n'ait été installé. Pour la famille Gully, le calme qu'ils avaient eu tant de mal à préserver disparut du jour au lendemain. Le fils de Sarah, Luke, maintenant âgé de 27 ans et lui-même garde volontaire, devint obsédé par le signal. Il se convainquit que son père pouvait encore être là dehors, blessé, piégé, ou essayant d'une manière ou d'une autre de rentrer à la maison. Sarah le supplia de laisser tomber, mais Luke ne pouvait pas. Il traqua les données du signal, étudia les cartes des pylônes et déposa une demande pour rejoindre la prochaine inspection d'équipement prévue sur la crête 9. Les enquêteurs rouvrirent temporairement le dossier, principalement pour apaiser la curiosité du public, mais même les nouveaux officiers admirent que les preuves étaient étranges. Le pylône relais, qui était censé avoir transporté le signal, avait été démantelé en 2008, son matériel retiré depuis longtemps. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, 15 ans après la disparition d'Anthony Gully, son indicatif d'appel avait été diffusé sur cette même fréquence, aux mêmes coordonnées où il avait été entendu vivant pour la dernière fois. La déclaration finale du parc parla d'une coïncidence, d'un fragment de données analogiques corrompu qui ressemblait fortuitement à la voix d'un garde disparu. Officiellement, l'affaire était close. Mais à la base des gardes, personne n'arrêta d'en parler. Un technicien affirma que lorsqu'il avait filtré le bruit de fond de l'enregistrement, il avait entendu plus que les mots d'Anthony. Dans les 2 dernières secondes, superposées sous les parasites, il y avait une autre voix, un murmure bas, répétant le mot froid juste après lui. Le dossier fut de nouveau scellé, mais ce murmure n'a jamais vraiment quitté ceux qui l'ont entendu. Pour Sarah et Luke, cela ne signifiait qu'une chose. La montagne n'avait pas terminé son histoire, et 15 ans après la disparition, la crête 9 rappelait quelqu'un. Chaque affaire que nous traitons sur cette chaîne n'est pas qu'une simple histoire. C'est le résultat de semaines de recherche dans les archives, de vérification des faits et de reconstitution de vies réelles qui ont été perdues. Chaque épisode demande près de 15 jours d'investigation et de longues nuits à la poursuite de la vérité. Nous le faisons parce que ces histoires comptent et que quelqu'un, quelque part, mérite encore qu'on se souvienne de lui. Si vous voulez que nous continuions à découvrir la vérité derrière ces mystères, prenez une seconde pour aimer cette vidéo, vous abonner et nous dire dans les commentaires quelle partie de l'affaire d'aujourd'hui vous a le plus marqué. Votre soutien nous permet de continuer. Et si vous voulez voir plus d'affaires classées résolues, les liens vous attendent dans la description ci-dessous.
Maintenant, retournons à l'affaire. Au début du printemps 2020, le cas d'Anthony Gouli était devenu plus qu'un mystère. C'était une obsession, surtout pour son fils Luke. Il avait grandi entouré par le silence de la disparition de son père, par des questions sans réponse, par ce grésillement sans fin qui semblait hanter les nuits de sa mère. Maintenant, à 27 ans, Luke avait rejoint le service des parcs en tant que garde volontaire, travaillant sur le même territoire que son père patrouillait autrefois. Il disait vouloir lui rendre hommage, mais tous ceux qui connaissaient Luke comprenaient la vérité. Il ne cherchait pas à servir le parc, il le cherchait, lui. Lorsque l'étrange signal radio avait refait surface des mois plus tôt, Luke n'avait pas pu l'ignorer. Il avait lu chaque page du rapport original, visité les archives où l'uniforme de son père était rangé dans une boîte et suivi les coordonnées de la tour de relais d'où le signal était censé provenir. Tout ramenait à un seul endroit, la crête Neuf. C'était cette même crête que le parc avait bouclée des années auparavant après de multiples glissements de terrain et deux disparitions inexpliquées. Officiellement, personne n'y était autorisé. Officieusement, Luke s'en moquait. Il réussit à convaincre deux rangers expérimentés et un technicien de la police scientifique de se joindre à lui pour ce qu'ils appelèrent une mission d'étude limitée. Leur objectif était d'évaluer la stabilité de la crête en vue d'une réouverture potentielle, mais tout le monde savait pourquoi Luke était vraiment là. La veille de l'expédition, l'un des plus vieux rangers le prit à part et lui dit à voix basse « Si vous montez là-haut pour chercher des fantômes, vous trouverez forcément quelque chose que vous ne pourrez pas ramener. » Luke ne répondit pas. Il se contenta de regarder la silhouette sombre de la crête et dit « C'est de là que venait sa voix. » Le matin de l'expédition, la forêt était noyée dans un épais brouillard. L'air semblait lourd, comme s'il était immobile depuis des années. Au fur et à mesure de leur ascension, de petites choses commencèrent à mal tourner. Les boussoles dérivaient, tournant lentement en rond. Les GPS s'allumaient et s'éteignaient. Les batteries se vidaient plus vite qu'elles n'auraient dû. Le groupe en plaisanta d'abord, accusant les interférences des vieux équipements miniers enfouis sous la crête. Mais au bout de la 3e heure, plus personne ne riait. Plus ils montaient, plus tout devenait silencieux. Les oiseaux s'étaient tus. Même le vent était tombé, remplacé par une quiétude angoissante qui les pressait de toutes parts. Ils atteignirent le premier point de contrôle, un ancien chemin de ronde envahi par la végétation, et s'arrêtèrent pour se reposer. C'est alors que les radios commencèrent à se déformer. D'abord un léger grésillement, puis un écho. Quand l'un des rangers parlait, les mots revenaient dans le haut-parleur une seconde plus tard, légèrement distordus, comme si quelqu'un d'autre les répétait. Le technicien vérifia la fréquence, mais ne trouva aucune transmission secondaire. Le signal rebondissait depuis un point proche. Ils changèrent de canal, mais le décalage persista. Cette nuit-là, l'équipe établit son campement juste en dessous de la ligne de crête. Ils montèrent leur tente près d'un groupe de pins morts, marquant leur position sur la carte de mémoire, puisque tous les GPS étaient tombés en panne. L'air y était plus froid, presque métallique. Luke était assis seul près du feu mourant, écoutant la forêt respirer. Vers minuit, il prit sa radio portable et appuya sur le bouton de transmission, murmurant « Base, vous me recevez ?» Du grésillement, puis une faible réponse, basse, déformée et humaine. « Restez où vous êtes. Ne suivez pas la lumière. » Il se figea,
La voix était faible, mais sans équivoque. C'était celle de son père, le même ton qu'il avait entendu sur de vieux enregistrements de famille, la même autorité calme qui avait autrefois empli la maison de son enfance. Un instant, Luke crut avoir imaginé, mais en réécoutant l'enregistrement, le message était toujours là. Il réveilla les autres, mais lorsqu'ils vérifièrent leur propre radio, la fréquence était morte. Personne ne dormit après ça. Ils restèrent assis dans un silence mal à l'aise jusqu'à l'aube, la brume s'enroulant entre les arbres comme de la fumée. Aux premières lueurs, Luke commença à inspecter les environs du camp. À environ 50 mètres de l'endroit où ils avaient dormi, le sol descendait en pente vers une étroite clairière. C'est là qu'il les vit, des empreintes de bottes, faibles mais fraîches, incrustées dans la boue molle. La semelle était d'un modèle ancien, celui que portaient les Rangers au début des années 2000. Personne dans l'équipe actuelle ne portait ce type de chaussures. Les empreintes s'éloignaient du campement en direction d'un épais fourré près de la base de la crête. Ils les suivirent en silence, le cœur battant, jusqu'à ce que le chemin s'arrête brusquement devant un talus effondré de terre et de pierres. Caché sous les débris se trouvait l'entrée sombre d'un tunnel, juste assez large pour qu'un homme puisse y ramper. Les bords étaient à vif, fraîchement remués, comme si quelque chose avait bougé récemment depuis le sous-sol. Le technicien examina l'entrée et nota qu'il n'y avait aucune trace de mine ou de tunnel de service dans cette zone. Ça ne figurait sur aucune carte du parc. Luke s'agenouilla au bord de l'ouverture, balayant la terre meuble avec son gant. L'air qui s'en échappait était anormalement froid et portait un faible bourdonnement, presque mécanique, comme le retour d'un signal lointain. Il murmura une fois le nom de son père, mais le son se perdit dans l'obscurité. Les Rangers débattirent de l'opportunité d'entrer, mais le sol était instable. Un faux pas pouvait provoquer un effondrement. Ils décidèrent de marquer les coordonnées et de revenir avec une véritable équipe d'excavation. Alors qu'ils se retournaient pour partir, Luke s'attarda, le regard fixé sur les ténèbres du tunnel, certain que quelque part au-delà de ce mur de roche, la voix de son père attendait. Cette nuit-là, de retour à la base, Luke réécouta son enregistrement radio en boucle. Chaque fois, la distorsion s'aggravait, mais un détail restait le même. Le faible écho qui suivait juste après que la voix ait dit « Ne suivez pas la lumière ». Ce n'était pas une répétition de la phrase, c'était une réponse. Un murmure à peine audible, mais en ralentissant l'enregistrement, il aurait juré entendre sa propre voix répondre. Il ne le dit pas aux autres, mais au fond de lui, Luke savait ce que cela signifiait. La montagne n'en avait pas encore fini avec la famille Golay, et ce qui se cachait sous la crête neuf venait d'ouvrir la bouche pour la première fois en 15 ans. Lorsque l'équipe d'excavation retourna enfin sur la crête neuf, l'air portait la même quiétude amère qui la hantait depuis des années. Les arbres semblaient plus vieux ici, courbés, silencieux, retenant leur souffle. Luke Golay se tenait au bord du talus effondré, à l'endroit même où ils avaient trouvé les empreintes de bottes quelques jours plus tôt. Il n'avait pas dormi depuis. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait cette voix répétée à travers le grésillement. « Ne suivez pas la lumière ». Le parc avait autorisé une descente limitée sous couvert de travaux d'études géologiques, bien que tous les participants sachent pourquoi ils étaient réellement là. Luke entra le premier, suivi du ranger Tom McAdams, un vétéran de 20 ans de service, et de Mara Fields, la technicienne de la police scientifique.
Ils étaient équipés de capteurs d'air, de caméras corporelles et d'une liaison radio directe avec la base. L'entrée était étroite, à peine assez large pour ramper, la terre les pressant de chaque côté. Dès qu'ils pénétrèrent dans l'obscurité, la température chuta brutalement. Leur souffle embuait les lentilles de leur visière et une vague odeur métallique emplit l'air. Un mélange d'eau stagnante, de poussière de charbon et d'autres choses. Les parois portaient des signes de travail humain. Des étais en bois, pourris depuis longtemps, bordaient l'entrée, et le faible reflet d'outils rouillés dépassait de la terre. Quelqu'un était venu ici auparavant, des décennies plus tôt, peut-être plus. Les lampes frontales du groupe révélèrent des crochets de fer plantés dans la roche, probablement utilisés pour des lanternes. Plus ils s'enfonçaient, plus il faisait froid. L'humidité goûtait du plafond à un rythme régulier, résonnant comme des pas lents et délibérés qui ne se rapprochaient jamais. À environ 30 mètres de profondeur, la lampe de Luke éclaira quelque chose coincé dans une fissure entre les rochers. Il s'agenouilla et tira doucement. Un morceau de tissu kaki déchiré, effiloché et noirci par le temps. Les lettres étaient pâles, mais encore visibles. Gaolais. La voix de Mara trembla en lisant le nom à voix haute. Le silence se fit. Ils mirent le tissu dans un sac pour analyse, mais la main de Luke tremblait en le scellant. Juste au-delà de l'endroit où il avait trouvé le tissu, un reflet mat attira sa lumière. Enfoncé dans la boue se trouvait une vieille radio portable, son boîtier rouillé et à moitié enterré. Le cordon en spirale qui la retenait autrefois était sectionné en deux. Le numéro de série, une fois vérifié avec le registre d'équipement d'Anthony, correspondait. Luc la fixa longuement avant de parler. « Il a laissé tomber ça en sortant, » dit-il doucement. Mais la façon dont la radio était positionnée, face contre terre, parfaitement centrée dans le passage étroit, donnait l'impression qu'elle avait moins été lâchée que délibérément placée là. Plus loin, le tunnel s'élargissait en une chambre circulaire taillée dans une roche lisse. La transition était abrupte. La pierre naturelle laissait place à une surface trop régulière pour s'être formée seule. L'air devint plus lourd à l'intérieur, si dense que leur voix semblait étouffée, comme avalée par les murs. Mara vérifia les capteurs audio en fronçant les sourcils. Il y avait un bourdonnement constant de basse fréquence, une vibration rythmique qui pulsait toutes les quelques secondes, régulière comme un battement de cœur. Tom régla sa radio pour enregistrer les niveaux sonores ambiants. Au moment où il le fit, le bourdonnement changea. Il devint plus lent, plus profond, comme s'il réagissait à leur présence. L'équipe échangea des regards nerveux. Luke appela des renforts via sa radio, mais ce qui lui parvint n'était pas sa propre voix. La transmission crépita, puis, superposée au grésillement, une voix masculine calme répondit « Luke, tu ne devrais pas être ici. » C'était sans équivoque le ton de son père, mesuré, posé, mais distant, comme s'il venait de très loin sous la terre. Luke se figea. Il essaya de nouveau, répétant son indicatif. La réponse revint, déformée cette fois, répétant ses propres mots avec une demi-seconde de décalage. Mara recula, murmurant que cela pouvait être un retour de signal, mais elle ne semblait pas y croire elle-même. Tom balaya la chambre avec sa lampe torche, et pendant une brève seconde, ils l'entendirent tous. Un faible grattement,
juste au-delà de la portée du faisceau lumineux. Personne ne parla. Luc fit un pas hésitant vers le mur du fond, mais à l'instant où sa botte toucha le sol, le bourdonnement dans l'air s'intensifia. Chaque appareil qu'il transportait commença à mal fonctionner. La radio siffla, l'image de la caméra se fractura et le capteur électromagnétique de Mara grimpa dans le rouge avant de s'éteindre complètement. C'en était assez. Tom ordonna la retraite. Ils sortirent un par un, Luc restant le dernier, tenant toujours la radio dans sa main comme si elle pouvait dire autre chose. Quand ils émergèrent enfin à la lumière du jour, aucun d'eux ne dit grand-chose. L'air extérieur semblait étrange, plus chaud qu'il n'aurait dû l'être, mais léger, presque comme si la montagne exhalait. Ils établirent leur camp à quelques centaines de mètres de l'entrée, épuisés et secoués. Luc passa la soirée à étudier les objets récupérés, traçant du doigt le nom de son père cousu sur le tissu. Vers minuit, le camp devint agité. Tom McAdams, incapable de dormir, prit sa lampe torche et s'éloigna un peu vers la crête. Mara se souvint d'avoir entendu le craquement de ses bottes sur le givre, puis le silence. 10 minutes plus tard, Luke leva les yeux de ses notes et réalisa que Tom n'était pas revenu. Ils appelèrent son nom, scrutèrent de la lisière des arbres, sans réponse. À minuit 43, Luke trouva la lampe torche. Elle était à moitié enfouie dans la terre meuble, toujours allumée, le faisceau pointé vers la silhouette noire de la crête. Il n'y avait aucune empreinte, aucun signe indiquant où Tom avait pu aller. À l'aube, les recherches commencèrent, mais elles furent brèves. Le sol avait bougé pendant la nuit. Une nouvelle fissure s'était ouverte là où la pente était stable la veille. L'entrée du tunnel avait disparu, avalée par les débris. Luke resta là, en silence, tandis que les autres débattaient de la suite. Il regardait la crête, la radio de son père pendant à sa main, encore couverte de rouille et de terre. Il l'alluma une dernière fois, sans attendre de réponse. Le grésillement emplit le canal, puis s'éclaircit le temps d'un battement de cœur. Une voix d'homme, faible mais familière, murmura dans le haut-parleur « Rentre chez toi ». C'était le même message qu'il avait entendu auparavant, la même voix qui l'avait averti de ne pas suivre la lumière. Luc ne répondit pas. Il se contenta de regarder la crête, réalisant que désormais, comme pour son père, un nom de plus s'ajouterait à la liste de ceux qui étaient montés là-haut pour ne jamais vraiment en revenir. Des semaines passèrent avant que quoi que ce soit d'autre ne fasse surface. Le service des parcs déposa ses rapports. L'enquête sur la disparition du ranger Tom McAdams piétina et l'entrée de la mine fut déclarée dangereuse. La crête 9 était de nouveau silencieuse. Pour la plupart des gens, c'était la fin de l'histoire, mais pas pour Luke Goley. Il était rentré chez lui, le regard vide et l'esprit agité, passant de longues nuits à réécouter les derniers enregistrements de la radio de son père. Il se disait que c'était pour tourner la page, mais au fond, il ne savait pas ce qu'il cherchait. La preuve que son père était parti, ou la preuve qu'il était toujours là. Puis un matin, juste après l'aube, Luke trouva une simple enveloppe brune coincée sous la porte de sa cabane. Pas de timbre, pas d'expéditeur, juste un seul objet à l'intérieur. Une petite carte SD portant l'inscription R9 au marqueur noir. Au début, il pensa qu'elle venait du service des parcs, peut-être des données récupérées sur le terrain, mais quand il la brancha sur son ordinateur portable, les fichiers étaient différents, fragmentés, corrompus. Chacun ne durait que quelques secondes, des bribes audio criblées de grésillements
avec des horodatages remontant à 15 ans. Puis il arriva au dernier clip. Le fichier s'ouvrit sur le son d'une respiration lourde, de bottes raclant la pierre et un faible bourdonnement métallique en arrière-plan, le même son qu'ils avaient entendu au plus profond de la mine. La voix qui suivit était sans équivoque. C'était celle d'Anthony Gollet. Son ton était calme mais tendu, comme quelqu'un qui murmure en essayant de ne pas se faire entendre. Quelque chose bouge en dessous, disait-il doucement. Si quelqu'un trouve ceci, dites à Sarah que je les ai entendus m'appeler depuis le sous-sol de la crête. L'audio s'arrêta brusquement, comme si l'enregistrement avait été coupé en pleine respiration. Luc le rejoua, encore et encore, baissant le volume à chaque fois comme si cela pouvait changer ce qu'il entendait. Mais ça ne changeait rien. Le son sous la voix de son père, cette pulsation faible, était là aussi, régulière et rythmique. Ce n'était ni le vent, ni l'eau. C'était quelque chose qui bougeait. Une semaine plus tard, les capteurs sismiques placés le long de la chaîne des Appalaches commencèrent à détecter d'étranges schémas. Les données montraient de courtes salves de vibrations rythmiques à des intervalles d'environ 10 secondes, compatibles avec une marche humaine. Les relevés provenaient des profondeurs de la crête 9, bien en dessous de l'endroit où les tunnels avaient jamais été cartographiés. Une petite équipe de rangers fut envoyée pour vérifier d'éventuels glissements de terrain ou une instabilité du sol. Ce qu'ils trouvèrent à la place fut un silence sinistre. Pas de mouvement, pas de dégâts, aucun son. Puis, alors qu'ils commençaient à remballer leur matériel, toutes les radios sur leur canal éclatèrent en même temps dans une explosion de grésillements. Pendant 3 secondes, tous les signaux se synchronisèrent, diffusant une seule voix qui les glaça sur place. « Luke, rentre chez toi !» C'était Anthony Gollet, clair, indéniable, puis, aussi soudainement, le silence. L'émission fut enregistrée par le système de surveillance du parc à 19h46, l'heure exacte à laquelle la dernière transmission d'Anthony s'était terminée 15 ans plus tôt. Après cela, le service des parcs nationaux boucla complètement la crête 9. La zone fut déclarée en restriction permanente en raison d'un terrain instable et d'irrégularités sismiques. Officiellement, le rapport classa définitivement le dossier Gollet. La dernière page mentionnait Anthony Gollet, présumé décédé en 2004. Mais parmi les Rangers, personne ne croyait que c'était fini. Dans les moments de calme, surtout pendant les patrouilles de nuit, certains prétendaient entendre des grésillements sur les basses fréquences, faibles au début, puis s'élevant comme une voix luttant à travers les interférences. Cela commençait toujours de la même manière, un léger déclic, puis une seule ligne familière. « Base, vous me recevez ?» Quand cela arrive, plus personne ne répond. Ils se contentent de baisser le volume et d'attendre que la voix s'estompe, car tous ceux qui ont arpenté ces montagnes assez longtemps connaissent la vérité sur la crête 9. Lorsqu'une voix répond depuis les profondeurs, elle ne cesse jamais vraiment de vous rappeler.